éclairage, une intervention GI. D'accord, donc on va reprendre avec un nouveau panel qui traite justement la thématique de l'impact de l'assistance par les technologies numériques sur les processus d'une entreprise. Plus particulièrement, on va traiter le processus de production et le cas de production des semi-conducteurs. Ensuite, on va voir quels sont les enjeux à la fois environnementaux, sociétaux, mais également géopolitiques qu'apportent ces technologies dans une organisation, plus particulièrement dans le cas d'industrie. Donc, pour faire ceci, on va commencer par Monsieur Joja, Monsieur Wari et Madame Cromer. Voilà. Ensuite, avec Monsieur Frédéric Noël, le directeur de l'école génie industrielle, pour aborder justement les enjeux de cette transformation vers l'industrie 4.0. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Voilà, donc François Joja, donc je suis enseignant-chercheur à l'école des mines de Saint-Étienne. Ewan Wari, professeur de Poitiers ou de Lyon, les deux peut-être en ce moment. Et Cathy Cromer, professeure à Aix-Marseille Université et au LEST, au laboratoire d'économie de sociologie du travail. Donc en gestion des ressources humaines. Alors en fait, cette étude a commencé il y a très longtemps, il y a 20 ans on peut dire, dans le milieu du semi-conducteur, quel était l'impact des formations sur l'automatisation, process, maintenance, sur le métier d'opérateur. Et donc c'est une étude qui a eu lieu en 2002. Il y a un lien d'ailleurs dans la bibliographie, vous pourrez le retrouver facilement. Et donc on voulait savoir si le métier s'était enrichi ou appauvri. Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait créé des gens qui étaient pratiquement des techniciens et d'autres qui n'avaient pas du tout bougé et qui étaient restés sur des tâches très simples. Donc on avait mis une grande hétérogénéité dans la population des opérateurs, ce qui n'était pas forcément facile à assumer sur le plan social. Ensuite, il y a eu une thèse sur le changement technologique, puisqu'on a passé de technologie. Ici, vous connaissez bien le semi-conducteur dans la région. Donc là, il s'agissait de changer de technologie, de passer son balance de 6 pouces en 8 pouces, on va en reparler tout à l'heure. Et ensuite, on a, en 2024, beaucoup plus récemment, donc presque 20 ans plus tard, on a essayé de regarder ce que c'était devenu, notamment du côté du système d'automatisation du site industriel qu'on a étudié, qui n'est pas ici, qui est en région PACA. Et après avoir regardé les nouveaux systèmes d'automatisation avec tous les développements les plus récents, dont une partie d'IA d'ailleurs, dont on va parler tout à l'heure, on a voulu tout récemment compléter en regardant les conséquences de ce système d'automatisation sur le travail. Alors, juste pour vous rappeler, je sais que vous êtes tous sensibles, enfin, quelque chose que vous connaissez bien, mais le semi-conducteur, donc c'est un secteur donc mondialisé, des organisations qui se ressemblent beaucoup quelque part. Donc vous voyez que la Corée du Sud produit 25% des puces. Ensuite vous avez Taïwan et la Chine qui sont à égalité. Alors c'est pas tout à fait les mêmes produits, mais enfin en tout cas en quantité. Et puis le Japon, et puis vous voyez que l'Europe est une valeur un peu, je dirais vraiment subsidiaire, tout à fait subsidiaire, 6%. Alors, où vont ces puces? Eh bien, elles vont essentiellement dans tout ce qui est ordinateur et stockage de données, presque équivalent en télécommunication, tout ce qui est smartphone, etc. Et puis, un gros pavé automobile, donc qui souffre actuellement beaucoup, puisque l'automotive, ça va pas très bien, et ce qui explique que le cycle de semi-conducteur est plutôt faible. Et puis, vous avez toutes sortes d'autres applications. Alors, concrètement, une puce, ça se traduit comment? C'est sur des supports circulaires, donc qui sont du silicium, parce qu'il y a des propriétés de conductivité qui sont parfaitement connues. Et l'industrie a peu à peu augmenté la taille de ces plaquettes, parce que plus vous avez des plaquettes grandes, plus vous mettez de puces sur la même support. Donc en termes de rendement, c'est vraiment très intéressant. Non seulement vous augmentez donc la taille des plaquettes, mais en plus vous diminuez l'échelle des puces, et donc vous en avez beaucoup plus sur une même plaquette.
Ce qui fait qu'une plaquette, prix d'une plaquette, ça peut être l'équivalent à la fin du process d'une voiture, par exemple BMW. Donc si vous avez, c'est une grosse responsabilité par rapport au produit. Ces plaquettes, elles sont aujourd'hui isolées dans des lots qu'on appelle des pods ou des fous, selon la technologie. Donc on ne les voit plus, elles circulent, on va le voir tout à l'heure, et donc vraiment le produit est invisibilisé. Alors ces puces sont intégrées dans des composants. Vous savez, ça peut être la carte aussi, votre carte vitale, carte à puce. Hein. Là, c'est un composant qui lui-même est fixé sur une carte électronique. Voilà, donc on est vraiment dans du B2B. Voilà. Donc au niveau de peut-être le contexte un peu plus aussi de la salle blanche, donc là vous voyez une photo de la salle blanche dans cette industrie des semi-conducteurs, donc certains connaissent déjà cette salle blanche, et c'est vrai que c'est quand même un univers, on voulait le souligner, un univers particulier avec une atmosphère aussi particulière, un air sec, dans lequel on est quand même assez vite déshydraté, ici, on peut boire régulièrement. Un univers aussi où vous voyez qu'il y a un certain nombre un équipement spécifique pour les opérateurs, enfin pour ceux qui travaillent, opérateurs, techniciens, donc avec un masque, une charlotte, voilà, donc on ne reconnaît pas forcément aussi les personnes. Donc ça c'est aussi un environnement, vous voyez, particulier avec cette difficulté aussi à reconnaître les interlocuteurs avec qui on est, avec qui on échange. Vous voyez aussi, alors là on voit un peu moins bien, mais quand même des éclairages particuliers. Donc selon les zones où on se situe, on a des lumières particulières, et donc quand même au bout d'un moment c'est un petit peu agressif. Et en plus on ajoute du bruit. Hein, donc le bruit, et d'autant plus dans la salle blanche qu'on est allé visiter avec mes collègues, on voit quand même donc il y a des lots qui sont automatisés, donc ça passe sur des rails en hauteur, et dans cette zone-là particulièrement, on entend du bruit, donc un bruit de fond. C'est vrai que moi je connaissais la salle blanche, mais plus dans des salles blanches de laboratoire, et là de rentrer dans cette organisation, de se rendre compte aussi de cette atmosphère particulière, donc ça fait aussi quelque chose sur le travail, c'est aussi un environnement bien particulier du travail. Et puis vous voyez aussi, alors peut-être un peu moins aussi sur cette photo, mais quand même, l'encombrement, ce qui est aussi étonnant, c'est l'encombrement, l'empilement des machines, des données, des éléments un peu techniques qui s'empilent les uns aux autres, et qui fait que, au bout d'un moment, on n'a plus beaucoup de place quand même pour passer avec notre chariot pour emmener nos lots d'un endroit à un autre. Voilà, donc simplement pour vous donner un peu des éléments sur l'atmosphère aussi de ces organisations. Alors, un point aussi sur le marché. Le marché du semi-conducteur, c'est un marché qui est très concurrentiel, qui est mondialisé, et c'est un marché qui est brutal et exigeant. Alors il est brutal parce qu'il fonctionne par des cycles. Il a toujours fonctionné sur des cycles, et avec des fortes contraintes. On a, donc lorsque en fait, on est en période de cycle bas, du coup ça se matérialise par des départs, des incitations au départ, et puis des pics d'activité à un moment donné où il faut embaucher aussi, alors qui se règle souvent aussi par l'intérim. Hein. Donc c'est ce mode de réglage qui peut fonctionner. Actuellement, on est dans une phase assez critique avec un cycle qui est plus long que les autres, hein, et qui est quand même dans une phase assez critique dans les secteurs tels que l'automobile, les télécommunications. Et du coup, on a des stocks excédentaires. Donc ça joue aussi sur ces organisations des semi-conducteurs, bien sûr. Et puis, c'est aussi exigeant et intense. On a des exigences à respecter vis-à-vis des clients. Et si jamais on ne les respecte pas, eh bien, on peut avoir des pénalités, voire les clients vont voir aussi d'autres fournisseurs. Hein. Donc il y a quelque chose aussi autour de cette exigence, vous dites pas droit à l'erreur. On fait du contrôle par audit régulier, il y a des clients qui viennent auditer régulièrement l'organisation qu'on a étudiée, et ce droit à l'erreur qui n'existe pas en fait dans ce type d'organisation. La technologie, c'est une technologie en fait au niveau de la production, donc on va passer par des opérations successives, donc et parfois on revient sur les mêmes opérations. Donc, la manière dont on va traiter le produit, dont on va travailler ce produit, du coup ça passe par différents cycles. Et parfois on refait les mêmes opérations, donc là on vous met dans le verbatim par exemple,
on est jusqu'à 400 à 500 macro-opérations, avec de réelles complexités aussi à chaque fois. Et donc, on va chercher, donc, au niveau de cette production, il y a un processus d'amélioration continue de ce processus de production pour essayer de limiter les défauts, mais tout en sachant, comme l'a dit tout à l'heure François, qu'on va diminuer aussi la taille de nos composants. Et à ce niveau-là, donc en fait, ce qu'on avait en début, donc là, alors qu'en 2000 on travaillait en micron, aujourd'hui on est sur du nanomètre, donc le moindre petit défaut, en fait, la moindre petite faille va jouer de manière beaucoup plus importante sur le produit. Donc, il y a cet élément aussi important à retenir, et on voit là dans le verbatim, le moteur d'une 2 chevaux est plutôt le rang que celle d'une Ferrari, qui montre de manière imagée aussi ce qu'est devenue cette industrie et ses produits. Dans ce contexte bien particulier, le choix qui a été fait par l'organisation qu'on a étudiée, c'est d'aller aussi sur la recherche d'une rationalité. Donc on va essayer de pallier des personnes qu'on perçoit en fait comme déficients ou comme variables. On a une représentation ici de l'acteur qui va être variable parce qu'il peut être fatigué, parce que voilà, quand il fait un contrôle visuel, il ne va pas pouvoir faire un contrôle visuel 24 heures sur 24, au bout d'un moment c'est Jim. Donc voilà, on a cette représentation aussi de l'acteur qui est vu comme déficient et comme variable. Et pour pallier à cette variabilité de l'acteur, on va aller sur une recherche de rationalité. Donc l'élargissement là au niveau de l'autonomie, on est dans la prise de contrôle sur sa vie. Là, on est vraiment sur une réduction de cette conception et sur cette idée que par rapport à ces fortes contraintes, on va diminuer ce pouvoir d'agir pour essayer de contrôler aussi cette variabilité ou en tous les cas de l'encadrer. Alors, ça vise 2 éléments. S'affranchir de la variabilité, comme je vous l'ai indiqué, donc essayer de limiter ces forces limitées, ces problèmes de clignement d'œil, à un moment donné, par exemple, si on doit contrôler de manière visuelle un produit, mais aussi épargner à l'être humain, à l'acteur humain, en tous les cas, les TMS, donc dans une approche aussi un peu ergonomique, et pour éviter ces développements des TMS. Donc il y a vraiment ces 2 aspects dans les choix, la manière dont ça nous a été présenté aussi par l'organisation, les 2 choix en fait vont sur ces 2 éléments, à la fois réduction de la variabilité et puis réduction des TMS. Donc la technologie qui va être utilisée au sein de cette organisation, et c'est un choix historique qui s'opère dans le temps aussi, qui se renforce aussi dans le temps, c'est vraiment de compenser cette variabilité, cette déficience dont on a la représentation, par la combinaison à la fois de dispositifs managériaux, donc on va mettre en place toute une organisation particulière, des outils aussi de gestion, et techniques aussi, pour nous permettre de réduire cette variabilité, et ça va combiner donc différentes sciences, les mathématiques, les sciences, les statistiques, les sciences physiques, l'électronique et l'informatique, dans le but vraiment de réduire cette variabilité. Donc on arrive là à l'intelligence artificielle ou industrie 4.0. Alors industrie 4.0, c'est l'industrie dans laquelle on aurait intégré de l'intelligence artificielle. On peut discuter sur les définitions là. Ce que Cathy vous a présenté, ça, on a un marché extrêmement exigeant, l'échelle est devenue tellement petite, etc., que ça se joue au micron, et donc c'est très facile d'avoir des défauts qui au final vont faire que la puce ne va pas fonctionner et qu'on va devoir la jeter, en tout cas qu'on ne va pas pouvoir l'utiliser. Dans ces usines-là, les humains sont globalement perçus comme étant la source des problèmes, la source des erreurs qui vont être trouvées sur ces pièces-là, et donc ils tentent, enfin une manière de réduire ces limites, ces erreurs, etc., c'est donc passer à l'industrie 4.0, à utiliser l'intelligence artificielle pour encore plus automatiser le processus de production. Juste alors, bon, on a proposé une définition là de l'intelligence artificielle. J'étais hier là en visite sur un site de semi-conducteurs. Eux disent que pour l'instant ils ne font pas du tout d'intelligence artificielle, et il me semble que
et pourtant ils font des très bonnes puces, c'est un élément quand même important. Puis il y a eu la remarque tout à l'heure sur l'intelligence artificielle, très souvent quand même on la présente comme une révolution, et puis plutôt une révolution qui a eu lieu depuis 3 ans, parce que grosso modo on s'appuie sur ChatGPT, quoi. Vraiment très clairement, ce qui est intéressant quand on regarde cette industrie-là, c'est que c'est pas du tout depuis 3 ans. Donc on peut remonter peut-être même aux années 50, je vais détailler un petit peu ça. Et puis, il faut que vous ayez en tête quand même aussi que ChatGPT, c'est une intelligence artificielle particulière qui produit des contenus. Là, on n'est pas du tout là-dedans, quoi, hein. Mais par contre, on est dans des choses qui, au niveau performance industrielle, etc., vont être hyper importantes. Alors juste un mot sur l'IA, ça date pas d'hier. En fait, cette industrie-là, depuis le début, elle a eu, elle a essayé de rationaliser ses processus de production. Puis au début, ils faisaient des statistiques assez basiques, puis les statistiques sont devenues de plus en plus élaborées. Et donc juste, c'est important quand même d'avoir un peu ça l'historique en tête, parce que ça va quand même nous expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce qu'on appelait les systèmes experts. Donc les systèmes experts, c'était vraiment déjà des outils pour essayer de mieux conduire la production, etc. La grosse différence, c'est là que l'IA peut apporter une différence. Un système expert, il a des règles stables, c'est-à-dire s'il y a tel paramètre, plus tel paramètre, alors il va agir comme ça, il va augmenter, il va baisser la vitesse, la pression, tout ce que vous voulez, il va faire passer le produit par tel ou tel endroit. Donc le système expert avait globalement des règles de fonctionnement stables. Ce qui ferait la différence avec l'intelligence artificielle, c'est justement que l'intelligence artificielle, prenant en compte beaucoup plus de paramètres, pourrait faire évoluer ces règles de fonctionnement, et donc par exemple l'agencement des produits, il pourrait les faire évoluer, décider rapidement de changer les règles qu'on va appliquer aux produits, alors que le système expert lui suivait toujours les mêmes. Donc c'est ça le changement qu'on a, mais c'est important que vous voyez là que dans cette industrie là vraiment, l'IA, et encore une fois, ce que j'ai vu hier disent qu'ils ne font pas d'IA, l'IA n'est pas une rupture radicale, c'est-à-dire qu'on a une évolution très régulière de la manière de rationaliser le processus de production. L'intelligence artificielle est sans doute l'étape dans laquelle on est actuellement, mais c'est vraiment pas une rupture, une révolution. Juste là, on vous a listé un petit peu l'historique pour cette organisation-là. Avant, donc c'était des humains qui promenaient les petites boîtes dont François a parlé, dans lesquelles il y avait les wafers, etc., puis qui les mettaient dans la machine. À un moment, on va commencer à faire, évidemment, parfois, ils se trompaient, c'était pas le bon lot, pas dans la bonne machine. Donc on va commencer à faire des étiquettes électroniques où la machine, elle va faire bip 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 si jamais c'est pas le bon produit qu'on a mis. À un moment, il faut finir par robotiser ça, c'est ce que Cathy racontait avec des rails au plafond et tout ça, les lots qui se promènent. Mais vous voyez, on est vraiment, donc, on est dans une robotisation progressive du processus. Encore une fois, souvenez-vous, pour essayer de limiter la variabilité. Mais donc, c'était ça qui était, la première chose qu'on voulait vous rappeler sur l'intelligence artificielle, c'est que, l'industrie 4.0, c'est qu'il ne faut pas la penser en dehors du processus antérieur, quoi. Elle est vraiment sur la suite du processus. Et François, je veux bien, s'il te plaît, que tu passes la suite, parce que, et inversement, alors, parce que peut-être si je vous dis, c'est juste la suite du début, vous dites c'est pas important, etc. Là, il faut voir que c'est vraiment des choses qui, en termes de performance, d'efficacité économique, c'est majeur pour eux, quoi. C'est avec ça qu'ils arrivent à faire de l'argent ou qu'ils n'arrivent pas à faire de l'argent. Donc, par exemple, donc là, on vous a présenté des éléments très concrets sur ce que l'IA, ou en tout cas le big data, en tout cas le traitement des données, l'industrie 4.0 leur permet de faire. Ça permet de décider quel lot va aller dans quelle machine, comment est-ce qu'on va ordonnancer ça. Là, moi, c'est vraiment la première fois comme ça. Ils calculent leur planning de production tous les 10 minutes. Tous les 10 minutes, ils changent pour essayer d'optimiser par où on va passer, quel lot va aller dans quelle machine, qu'est-ce qu'on va faire pour essayer d'optimiser en fonction des commandes qui sont les plus urgentes, des commandes qui sont les plus rentables, etc. Donc vous avez de l'IA ou au moins du traitement de données industrie 4.0 sur l'ordonnancement, quel lot va passer dans quelle machine. Vous avez de l'analyse de données aussi sur essayer d'identifier les défauts. Donc là, ils ont des masques sur l'image, la machine à l'image de qu'est-ce que c'est une puce qui
qui est bonne pour le service. Et puis elle superpose ça à une vision de la puce de chacun des wafers. Et puis s'il y a un décalage, la machine est capable de dire bah là je pense que cette puce a un défaut. Alors il y a quand même souvent encore des contrôles visuels qui sont faits. Après, François va détailler ça parce que ce qui est intéressant, c'est que les contrôles visuels ne sont plus forcément faits par les opérateurs. C'est la grande disparition un peu, c'est les opérateurs, qu'est-ce qu'il leur reste comme rôle, etc. Les rôles sont tenus par d'autres personnes. Alors ça peut faire écho à des choses que Thierry vient de présenter aussi, c'est-à-dire que quand tu parlais que les techniciens pouvaient programmer et pas les opérateurs, c'est vrai qu'il y a des niveaux de compétences qui sont plus élevés, quoi, hein. C'est-à-dire que détecter les défauts, c'est loin d'être facile dans ce type d'organisation. Donc voilà, juste pour vous voyez que l'IA dans cette organisation, voilà, c'est pas des grands LLM, c'est pas des grandes révolutions, mais c'est des choses très importantes, ordonnancement, les défauts, et puis maintenance prédictive. C'est-à-dire qu'on avait la maintenance curative. Quand le truc est cassé, vous le changez. On avait la maintenance préventive. Bah, vous savez que l'ampoule du vidéoprojecteur, elle claque en moyenne toutes les 1000 heures. Bah, vous la changez à 900. Et là, on essaye de faire quelque chose prédictif, c'est-à-dire que pour cette ampoule-là, avec ce type d'usage-là, etc., et vous pouvez utiliser de l'IA avec 10 000 paramètres pour essayer de prévoir quel est le moment optimal pour changer l'ampoule du vidéoprojecteur. Donc vous voyez là, enfin, on a de l'IA, alors je m'arrête là-dessus, mais c'est quand même important. C'est de l'IA, c'est pas une révolution, mais ces trois trucs là, ordonnancement, défaut et maintenance, c'est à peu près les trois trucs les plus importants pour faire de l'argent ou au contraire pour perdre de l'argent dans l'industrie. Cathy a rappelé qu'ils sont vraiment sous pression très forte. Donc c'est pas une révolution, mais c'est vraiment très très important, quoi. Pas le numéro 1. Alors, les conséquences donc. Les conséquences de cette organisation donc historique, effectivement, avec un empilement de systèmes automatisés, des systèmes experts qui sont complexifiés, il y a maintenant même un jumeau numérique pour redémarrer l'ensemble du système, tellement il est complexe. On n'est pas sûr que la cohérence soit parfaite, parce qu'il est devenu extrêmement compliqué. Et donc, quelquefois, il est plus simple de faire un shutdown et de redémarrer le système que de retrouver le cause de la panne, hein, donc on en est là. Donc une espèce quand même d'empilement des couches, d'empilement technologique, hein, Cathy, c'est ce que tu as fait ressortir. Je pense que tu as raison, là, c'est peut-être une rationalité, enfin, on pourrait discuter sur cette rationalité. Alors les conséquences pour le travail, ça c'est les dernières données, donc on a essayé d'amener ici aujourd'hui. En fait, on se rend compte qu'en production, dans le semi-conducteur, l'IA, c'est un système qui est entraîné et mis à jour par des spécialistes, c'est clair. Ce sont des experts. Il faut qu'ils fassent des bases de données propres, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Si on doit mesurer des défauts, il faut que ce soit les bonnes photos, les bonnes images, que ce ne soient pas des bases qui soient polluées. Donc ça, c'est un vrai travail. La façon dont on va choisir les clichés pour les faire rentrer dans une base d'effectivité, de métrologie, essayer de voir s'il y a des erreurs, c'est fondamental. Ça, c'est vraiment le travail des data scientists, des ingénieurs IA, etc. Donc, pourquoi alors ça, c'est quelque chose qui a lieu dans tous les sites sur la planète. Hein. Donc, quelqu'un nous dit que le secteur est très concurrentiel, on peut rester en arrière, les autres avancent vite, l'Asie notamment. Donc, c'est cette idée de course hein, derrière avec les surprendements, comme disait justement Ewan. Et alors, évidemment, ça a des conséquences. Ça a des conséquences parce que la technologie segmente finalement en deux groupes d'acteurs les êtres humains qui y travaillent, les salariés. Il y a d'une part les concepteurs, hein, ceux vraiment qui conçoivent, qui pilotent, hein, et puis ensuite il y a finalement les utilisateurs qui sont les opérateurs et qui font des tâches résiduelles qui ne sont pas prises en compte par le système ou parce que simplement ça ne serait pas rentable de les automatiser. Hein. Et donc on est bien sur un petit peu deux pôles, avec vraiment le pôle, je dirais, du pilotage qui s'est beaucoup développé, où sont les compétences, et puis un pôle un peu résiduel qui se situerait en dessous de la machine. Si on reprend le terme de Gilbert Simondon qu'on avait utilisé récemment pour analyser finalement la mise en place de cette technologie, on pourrait dire que l'opérateur se situe en dessous de la machine, il devient une sorte de spectateur des machines. Hein. Et donc, alors qu'au-dessus, les concepteurs et les pilotes se situent au-dessus de la machine. En fait, ce qu'ils visent, c'est pas tant le système technique que le rendement, c'est-à-dire que le résultat.
Donc ce qui les intéresse, c'est vraiment, ils ont presque la position du banquier, c'est-à-dire voilà, votre investissement il coûte combien, pourquoi vous n'ajouterez pas 2 machines en plus, etc. C'est-à-dire qu'ils vont même peut-être sous-traiter à des équipementiers les aspects techniques. Donc vous voyez, il y en a qui sont au-dessus de la technologie, et il y en a qui sont en dessous. Et quelqu'un, un data scientist, nous a synthétisé ça avec une phrase assez terrible, en disant avec l'IA, on a supprimé la classe moyenne. Il n'y a que des concepteurs d'IA ou des personnes près des machines qui font des branchements, des tâches matérielles qu'on ne peut pas automatiser sans qualification. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant dans cette industrie. Voilà. En termes de responsabilité, c'est quand même important de le dire, l'entreprise n'acceptera jamais que dans une réunion, on dise « Ah, mais c'est le système d'IA qui a déconné ». Ça, c'est absolument impossible, vous en doutez bien, il y a des responsables. Donc les responsables, c'est pour la partie conception, c'est une erreur de conception, c'est l'ingénieur, le data scientist, et pour la partie exécution, c'est l'opérateur. Mais l'opérateur, il n'est pas responsable, si vous voulez, du système d'IA, il est juste responsable d'avoir respecté les tâches prescrites. Sa responsabilité, c'est respecter la prescription. C'est tout. S'il s'écarte de ça, là, il est responsable. Voilà, donc mais la notion de responsabilité, elle est claire. Il n'y a pas de point. Alors, le système, il est clair pour les concepteurs, il est intelligible, et très largement opaque aux yeux des opérateurs. Donc, pour les experts, le système n'est pas opaque. On nous a même dit, on était un peu inquiets sur l'effet boîte noire, si vous voulez, des réseaux de neurones. Et puis en fait, non, les data scientists sont très clairs, ils disent on peut isoler chaque niveau de réseau de neurones, analyser pas à pas le raisonnement de la machine, ce qui permet de réaliser des corrections, d'ajuster le format des données. Donc là, il n'y a aucun souci. Voilà, les experts connaissent. Par contre, ils ne sont pas très nombreux. Alors les experts, ils ont affaire à des règles complexes qui sont incomplètes, qui doivent être interprétées. Et à la différence des opérateurs qui, eux, ont des règles élémentaires à respecter. Donc, il y a un article très intéressant sur le sujet. Et ces règles élémentaires, elles ne requièrent donc du sujet qu'une activité d'exécution, c'est-à-dire la mise en œuvre d'une procédure déjà acquise. Et ces prescriptions sont tellement importantes via l'automatisation qu'on vous propose de forger un nouveau terme symbolique qui s'appellerait l'hyperprescription. On est dans une situation d'hyperprescription. Parce que alors, on a vu que finalement, le travail non prescrit, tout ce qui a pu être dit autour du terrorisme, tout ce qui est autour de la régulation autonome, face à la régulation de contrôle, eh bien nous, on a vu vraiment une réduction drastique de son non prescrit. Et l'opérateur qui s'éloigne du prescrit se met en danger. C'est une faute qui peut lui être reprochée, c'est clair. En termes de ressources humaines, par exemple. Voilà. Et on se demande même si c'est pas la même chose pour une partie du travail des techniciens et pour une partie du travail des ingénieurs. Parce que certains ingénieurs de maintenance vont à des formations en disant aux formateurs qu'ils n'ont pas besoin de comprendre comment fonctionne la machine. Et eux aussi ont une prescription sur leurs interventions. Quelques-uns peuvent faire du curatif non documenté, mais finalement, ce curatif non documenté, il se réduit énormément. Surtout qu'on fait souvent appel aux équipementiers, qui sont de l'extérieur. Donc les compétences sont extérieures à l'organisation. Voilà. Et on peut même se demander si une partie du travail des ingénieurs n'est pas aussi très documentée, parce que un représentant du personnel, cadre, nous a dit, compte tenu des risques, c'est très difficile de faire évoluer les règles en fabrication, c'est un milieu très conservateur, il faut beaucoup d'autorisation, de contrôle, d'autocontrôle, les process à suivre sont très longs. Alors, les conséquences donc pour le travail, c'est évidemment que les experts, qui représentent un tout petit nombre de gens, travaillent entre eux, alors que, comme on l'a dit, donc les opérateurs, eux, n'ont que très peu d'autonomie. Et là, c'est intéressant parce qu'on rejoint l'enquête que je vous citais tout à l'heure en 2002, où déjà, on avait une grande partie du personnel
qui estimait, 52% estimaient que les tâches étaient simples ou très simples, et pourtant c'était il y a 20 ans en arrière, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment de vraies opérations manuelles et des vrais contrôles à faire. Et à l'époque déjà, on disait qu'il y avait un sentiment même d'engourdissement perçu par 44% du personnel, hein, surtout pour les moins qualifiés, 80% d'entre eux, donc ceux qui étaient les moins diplômés, qui faisaient les tâches les moins qualifiées. Et ça rappelle les constats de Friedman sur le rêve éveillé au travail. Donc voilà, ça c'était déjà il y a 20 ans. Et avec l'automatisation, on ne va pas dire que ça a inversé la tendance. Voilà. Autre chose très importante, au moment de la visite, on a observé, une visite qui a été longue et approfondie, qu'en fait, le travail s'organisait en face à face avec la machine. C'est-à-dire que c'est la machine qui, selon son rythme, donne des prescriptions à l'opérateur qui doit déplacer les lots, qui doit faire un certain nombre d'opérations, mais en aucune façon la machine ne met en connexion deux opérateurs. C'est-à-dire que si vous voulez, c'est vraiment un face-à-face avec la machine. Le travail d'équipe est vraiment réduit au minimum. C'est la prise de consigne en début de poste, ça dure 5 minutes pour l'ensemble de l'équipe, et après, chacun est en face-à-face avec la machine. Donc le collectif, quelque part, semble perturbé, vraiment appauvri par ce face-à-face. Voilà. Par rapport aux entretiens aux observations, on n'a relevé aucun algo-activisme, c'est-à-dire que dans certaines organisations, on a pu repérer qu'il y avait des résistances aux prescriptions, qu'il y avait des blocages, on orientait la collecte de certaines données, qu'on pouvait se déconnecter parfois, qu'on pouvait faire de la rétro-ingénierie pour comprendre un peu comment fonctionnait le système, qu'on pouvait même critiquer des systèmes algorithmiques de surveillance. Là, si on s'écarte de la prescription, on n'est pas dans le contrat de travail, on ne respecte pas les obligations de travail. Donc, si vous voulez, on n'est pas dans ce cadre-là du tout. Voilà, donc pour terminer, en fait, on voit bien que cette conception de l'homme déficient, c'est ça en fait, l'homme est déficient, eh bien, ça oriente vraiment un choix vers une culture d'entreprise particulière, alors qu'une autre perspective est possible. En fait, un auteur explique que la compétition ne se situe pas entre un homme et une machine, mais entre deux logiques de production, entre deux cultures. Ce n'est pas l'homme face à la machine, ce n'est pas l'homme contre la machine, c'est la logique de production qui est derrière. Et là, on retrouvera la philosophie gestionnaire de Schwell, par exemple, qu'on citait tout à l'heure. Une autre approche serait tout à fait possible en encourageant un dialogue homme-système, c'est-à-dire un échange d'informations, et pas des signaux de prescription qui arrivent comme ça. Et là, on a recité donc, Simondon, qui est quand même une référence sur le rapport à la technologie, qui dit que effectivement l'homme peut être le médiateur de la relation entre les machines, qu'il peut être un psychologue des machines, un sociologue des machines, qu'on pourrait nommer une mécanologue. Voilà. Il scrute le fonctionnement, il scrute les dérives, il anticipe. Et que là, toute une gamme de nouveaux métiers est possible, au-delà des experts qu'on a cités tout à l'heure. C'est-à-dire que ces compétences rassemblées dans des jobs d'experts, voire des experts externalisés avec les équipementiers, pourraient être probablement beaucoup mieux diffusées. C'est vraiment une question de répartition des compétences dans l'organisation. Mais ce n'est pas le choix qu'il faut. Et évidemment, ça suppose en corollaire de développer une véritable culture technique. Une culture technique, c'est que oui, tout le monde effectivement doit se former, tout le monde doit s'adapter, comprendre le fonctionnement de l'industrie 4.0, dialoguer entre spécialités, être plus transversal. Et donc, ça suppose des moyens en formation, et un dialogue de l'homme et de la technologie, qui suppose une relation d'égalité avec le système. On n'est pas au-dessus de la machine et du système pour, avec le rendement, faire cracher finalement le maximum de profit, de cash, puisque ce sont en général les entreprises qui sont soumises au rythme financier des résultats trimestriels qu'il faut donner, avec la variation des actions qui peuvent s'ensuivre. On n'est pas au-dessus de la machine, on n'est pas en dessous de la machine, c'est-à-dire à faire des choses qu'on ne comprend pas en respectant des prescriptions. On est en relation d'égalité avec le système. L'homme est un interprète qui règle l'échange d'informations entre machines et qui est, in fine, la conscience responsable et inventive de cette société d'être technique. Voilà. Alors, toute la question, on en finira par là, c'est que certes, le cas du taylorisme nous a appris, c'est évident, on l'a mentionné d'ailleurs ce matin, que l'histoire était bien différente et que de ce qui était attendu par ce rêve de rationalité, qu'on avait toujours besoin de l'opérateur qui, par sa régulation autonome, s'adaptait,
répondait aux problématiques. Donc, est-ce que cette histoire-là va quand même se répéter avec l'industrie 4.0? Est-ce que ça va être différent? Est-ce que le cas du semi-conducteur qu'on vient de vous exposer est spécifique quant à son degré extrême d'automatisation et ses conséquences pour le travail? Auquel cas, ça ne concerne pas, si vous voulez, le reste de l'industrie et des métiers. Après tout, ça peut être possible, quelque chose de tout à fait particulier. C'est en salle blanche, et pas toutes les entreprises qui travaillent dans cet univers-là. Ou bien, au contraire, et là, ça serait évidemment l'hypothèse plus inquiétante, plus sombre, est-ce que ça préfigure une évolution générale du travail digitalisé, automatisé, dans le sens de l'aliénation, annoncée par exemple par des auteurs comme Jacques Ellul, une société qui serait finalement arrivée à réaliser le mythe de la rationalité par l'automatisation via l'hyperprescription. Et il est évident que ce secteur est tellement puissant en termes économiques qu'il est donneur d'ordre de beaucoup d'autres entreprises, y compris des PME, petites entreprises, et on serait illusoire de penser qu'il soit tout seul dans son coin. Il est ramifié à l'ensemble de l'organisation industrielle, et donc il peut imprimer une marque et sa façon de fonctionner à l'ensemble du système de production. Donc ça, c'est peut-être la vision sombre qu'on pourrait vous proposer, même si, voilà, pas qu'il est en accord avec le temps d'ailleurs. Voilà. Merci.